Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Claire. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour Géraldine, ça va très bien, je te remercie. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Cette saison dans Tuba, on parle des fails d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on voit souvent, notamment sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe très bien, les côtés très positifs, très j'ai grandi, etc. Enfin, plutôt le côté positif en fait de l'entrepreneuriat. Et derrière ça, il y a aussi parfois, souvent, des fails. En tout cas, en parlant avec des entrepreneurs, on parle peut-être plus facilement quand on parle de personne à personne des choses qui ont moins bien marché. Et donc cette saison, je voulais qu'on puisse avoir un temps un peu plus long pour rentrer justement dans des choses qui se seraient moins bien passées avec certains entrepreneurs, et c'est ce qu'on va faire avec toi aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être là et de venir nous dévoiler un peu de ton parcours. Merci aussi de venir du coup nous parler de ton métier et de ta vie de facilitatrice en intelligence collective. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache en vrai. Exactement, c'est un nom un peu barbare. C'est un métier qui a pour objectif d'aider les managers et leurs équipes à mieux travailler ensemble plus efficacement, de manière à vraiment tirer parti de toutes les intelligences présentes dans l'équipe. Mmh. C'est pas parce qu'on met des gens autour d'une table que l'intelligence collective peut émerger. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place, de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et donc mon métier, c'est aider les équipes à faire ça et à faire en sorte qu'elles soient créatives, efficaces et intelligentes ensemble. En fait, voilà, c'est mon métier. Très chouette. Je suis sûre que quand tu as dit mettre les gens autour de la table, ça fait pas forcément tout de suite des étincelles en soi. C'était pas tout à fait tes mots, mais dans l'idée c'était ça. Je suis sûre que ça a parlé à plein de gens qui se Ah sont oui, remémorés des réunions ou des moments où en effet l'intelligence collective ne s'est pas pointée comme ça, tada, de manière c'est ça, spontanée. complètement. C'est un métier Absolument. de faire émerger l'intelligence et le meilleur de chacun d'entre nous. Ouais. Absolument. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et notamment sur ton parcours et sur ce qui a fait ou t'a amené à faire ce métier-là aujourd'hui, justement? Ouais. Alors moi, effectivement, c'est un métier que j'exerce officiellement et de manière entrepreneuriale, voilà, depuis 2 ans. Mhm. Mais en fait, j'en fais depuis un petit bout de temps parce que j'ai beaucoup été bénévole dans plein de collectifs différents. Donc, je faisais de l'intelligence collective sans savoir que j'en faisais avant. Voilà. Mais j'ai eu une autre vie entrepreneuriale avant puisque j'étais décoratrice d'intérieur et relookeuse de meubles. Et c'est d'ailleurs sur cette expérience-là que je vais revenir avec toi aujourd'hui parce que c'est là que j'ai fait de beaux fails Mhm. à partager. Voilà, j'ai eu une vie assez professionnelle assez peu linéaire, assez mouvementée. J'ai fait du salariat dans le marketing et la communication aussi. Donc j'ai testé plein de trucs et c'était très riche. J'ai appris plein de trucs, je me suis trompée souvent. Mhm. Donc voilà un peu mon parcours. Et j'en suis arrivée là parce qu'effectivement pendant longtemps, en fait, j'ai cru que j'étais pas faite pour travailler en équipe. Je comprenais pas, j'étais toujours frustrée, les projets n'avançaient pas. Enfin, j'en étais même venue à penser que j'avais peut-être un syndrome autistique. Enfin voilà, j'avais vraiment des grosses difficultés à travailler en équipe, enfin à trouver de la satisfaction à travailler en équipe. Mhm. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert toutes ces méthodes d'intelligence collective, la thématique de la coopération, et je me dis, mais non, en fait, c'est juste parce que on nous a pas appris à travailler en équipe, ensemble, et que je trouve pas ma place. Et c'est normal parce qu'en fait, les personnes avec qui j'ai travaillé ne connaissent pas non plus ces outils. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée et que j'ai eu envie d'aider toutes les équipes à mieux vivre le travail en équipe et à faire en sorte que le fameux adage l'enfer, c'est les autres ne puisse plus être vrai. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour cette explication ultra claire. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est une douleur chez toi de te poser la question, est-ce que je suis capable de bosser avec les autres, qui finalement t'a fait aussi creuser en disant peut-être qu'il y a d'autres pistes.
J'entends souvent ça, notamment dans des gens auprès de gens qui veulent se lancer à leur compte et qui savent pas trop sur quelle thématique, quelles compétences, etc. Quand j'étais salariée, moi, j'avais une collègue qui est aussi une copine et qui était très bonne sur tout ce qui était change management en bon français, l'accompagnement au changement. Et elle était très bonne là-dedans parce que elle détestait le changement. Et du coup, elle était hyper bonne parce que dès qu'il y avait un changement, elle anticipait ce que les gens allaient pouvoir penser, où est-ce qu'ils allaient avoir peur, où est-ce qu'ils allaient avoir des craintes, etc. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce regard sur finalement quelle est la douleur que moi j'ai pu potentiellement traverser, comment est-ce que j'ai trouvé des clés ou qu'est-ce qui me rend aussi cet œil peut-être intéressant pour d'autres parce que je comprends très bien la problématique puisque je l'ai vécu moi-même. Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ma dernière expérience de salarié où je me suis retrouvée en position de management, ce qui n'avait jamais été mon cas par le passé. J'avais fait Mhm. de la coordination, mais jamais vraiment de management. Et où je me suis sentie complètement démunie parce que j'étais la plus âgée de l'équipe, la plus expérimentée. Je me retrouvais face à des petits jeunes. Je sentais qu'il y avait du potentiel, je sentais qu'il y avait des choses intéressantes à partager avec eux. Mais de fait de ma position d'autorité, de plus ancienne, enfin à plein d'endroits, j'étais, on va dire, perçue comme supérieure à eux. Mhm. Et ben, je n'arrivais pas à, justement, générer de l'intelligence collective. Et ça me rendrait, enfin, j'étais vraiment frustrée, quoi. C'était vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à faire et qui me frustrait beaucoup. Et c'est de cette douleur-là que j'ai commencé à chercher, à me Mhm. documenter et à essayer de trouver des astuces, des outils, des choses comme ça pour améliorer ça. Et là, j'ai ouvert la boîte de Pandore en me disant, mais en fait, c'est trop bien, il y a plein de choses. Et si toutes les équipes savaient ça, ce Mhm. serait tellement plus agréable. Enfin, le monde du travail serait tellement plus agréable. On aurait tellement moins de burn-out, moins de désengagement, moins d'équipes démotivées. Voilà, voilà. Donc voilà, voilà l'origine de ma reconversion. Parfait, ça fait très Mary Poppins Ouais, du presque. management avec j'ai plein d'outils, etc. Je sors tout ça de ma malle magique. Pour revenir sur l'aspect fail et boulette, avant de rentrer un peu plus dans le détail de comment toi tu l'as vécu, ce qui s'est passé pour toi, etc. Cette saison, je me suis rendu compte au fil des invités, des échanges, que finalement on n'a déjà pas tous la même définition de ce que c'est qu'un fail. Mm, Donc, j'aimerais bien savoir ce que c'est pour toi, en fait, ce que tu considères comme un échec, en l'occurrence dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi plus large. mm. L'échec pour moi, c'est ne pas arriver à produire ce qu'on espérait produire ou arriver à un résultat qui n'était pas celui espéré. Pour moi, ça c'est un échec et c'est un moment, un événement où il y a ou de la frustration ou de la déception de soi-même qui apparaît. Enfin, à chaque fois, moi, que j'ai eu des fails, Mhm. il y a ces deux émotions-là qui ressortent. C'est de la déception ou de la frustration parce que ça s'est pas passé comme on avait espéré que ça se passe. Ouais. Donc voilà, moi, ma définition du fail. Et en fait, il en existe des petits, des gros, mais il y a plein d'endroits, en fait, plein de petites choses qui peuvent être considérées comme des échecs, mais qui sont du coup quand même toujours source pour moi d'enseignement et qui sont en fait juste des indications pour se réajuster et puis faire un peu différemment et puis voilà. Donc au début je prenais ça vraiment comme des trucs un peu plombants et puis qui pouvaient me plomber même sur plusieurs semaines Mhm. voire plusieurs mois et maintenant j'arrive à me dire bon ok c'est juste que j'ai pas pris le bon chemin ou j'ai pas voilà j'ai testé quoi, j'ai testé un truc, ça a pas fonctionné, bon c'est pas grave. On va faire différemment. Ok, donc ça, c'est ton traitement aujourd'hui, la manière dont tu le perçois. Ouais. Mais dans ce que tu m'as dit, tu me parlais de résultats. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du tangible, quand je prépare quelque chose, je projette ce qui va se passer et le résultat. Et derrière, tu as utilisé des mots très forts, la frustration, la déception. Ça, c'est plutôt de l'ordre de l'émotion quelque part et de ce que ça peut générer chez toi, en fait, et potentiellement dans ta tête, dans ton corps, etc. C'est des choses qui reviennent assez souvent en fait quand les gens expliquent leur définition. Cette quelque part dichotomie ou je sais même pas d'ailleurs si c'est très séparé, mais ce truc entre quelque chose de très factuel, de très mesurable, et à la fois un impact affectif, émotionnel extrêmement fort. Je pense que c'est d'autant plus vrai dans l'entrepreneuriat. Si je devais comparer avec des fails que j'ai eus dans le salariat ou dans des expériences bénévoles où il y a moins d'enjeux, je pense que en fait dans l'entrepreneuriat, on est tellement, enfin, notre personne, notre vie personnelle est tellement imbriquée dans notre vie professionnelle que on y met beaucoup d'émotionnel, on y met beaucoup d'engagement et Mm. que la frustration et la déception sont d'autant plus grandes. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, dans l'entrepreneuriat,
qu'on ne retrouve peut-être pas dans le salariat parce que les enjeux sont moins grands. Voilà, si on a loupé un truc, a priori, sauf si c'est une énorme faute lourde, a priori, on sera On encore en sera toujours poste. là, on aura toujours Voilà. notre salaire, etc. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas sur l'entrepreneuriat et notamment dans les relations clients. Quand ça touche aux relations clients, on se dit mince, j'ai potentiellement tant de chiffre d'affaires qui va disparaître parce que je me suis loupée, quoi. Mm. Donc, euh, donc je pense que ouais, la frustration et les déceptions sont à la hauteur de l'engagement qu'on met dans notre vie entrepreneuriale, quoi. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a une question d'enjeux qui sont pas les mêmes, ou en tout cas la perception des enjeux qui est très différente, et sans doute une amplification aussi Ouais. liée au fait que voilà, c'est notre entreprise. Parfois, il y a une frontière qui est assez mince entre est-ce que l'entreprise c'est moi, est-ce que je suis mon entreprise, etc. aussi, qui fait que forcément les décisions qui sont prises et ce qui peut se passer bien ou moins bien Mm. a sans doute un impact différent de quand on est salarié, quoi. Ouais, complètement. Tout à fait. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé, moi, dans ma première expérience entrepreneuriale en décoration d'intérieur. Vraiment, et c'était ma première expérience. C'était les plus gros fails, c'est sur les 2 premières années, je pense. Et j'y mettais tellement de moi que je le prenais personnellement, en fait. Je le prenais vraiment comme quelque chose de dévalorisant, en fait, par rapport à moi, la personne que j'étais, et pas la professionnelle que j'étais. Mm. Donc ouais, ça peut être assez puissant en fait comme émotion désagréable et comme période désagréable. Ok, on retient l'inconfort. Plus, plus. Donc, c'est ça. Justement, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce fail. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, ce qui s'est passé, par quoi tu es passé? Alors il y a donc les 2 plus gros fails en fait qui me reviennent en mémoire sur cette expérience-là, c'est des fails, je dirais clients. C'est-à-dire me retrouver avec des clients avec qui ça finit par se passer super mal en fait. Ok. Au point d'être carrément remise en cause dans mes compétences en fait par les clients. Donc c'est vraiment des trucs pas agréables du tout, Mhm. surtout quand on démarre et que on a que 1 an ou 1 an et demi d'expérience d'entrepreneuriat, ça se fait se poser des questions. Notamment, alors donc j'intervenais en tant que conseil en décoration d'intérieur. Donc pour donner un peu le contexte, moi je m'occupais juste de la décoration, c'est-à-dire la peinture, les couleurs, les mobiliers. C'était pas du tout, je faisais pas du tout d'architecture. J'étais Ok. vraiment sur l'aspect visuel décoratif d'un intérieur. Mhm. Et j'interviens sur recommandation de réseau. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe souvent au Ouais. début. Mise en lien par voilà plusieurs personnes interposées auprès d'un client avec un certain pouvoir d'achat dans un appartement parisien d'un bel arrondissement. Ce qui n'était pas vraiment ma cible en plus au départ. Je visais pas ces gens-là. J'avais pas vraiment envie de travailler avec eux, mais bon, l'opportunité se présente. J'y vais. Le courant passe plutôt bien et au bout d'un certain temps, je leur présente pas mal de choses. Ils choisissent une moquette et le jour où la moquette est posée, donc par des ouvriers, j'étais pas sur place. Grosse panique à bord. La cliente m'appelle en me disant mais ça va pas du tout. Vous vous rendez pas compte. Vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix de moquette qui n'est pas le bon. Il y a des traces de pas. Ça va être horrible. On va sans doute sans arrêt voir les traces de pas dans l'appartement. Ça fait vraiment pas beau. Enfin bref, paniquer, me rejetant la faute évidemment sur moi. Ouais. Évidemment, c'est tellement plus simple C'est que de ça. prendre ses responsabilités. Bref, et donc je me retrouve en urgence à aller sur Paris et à retourner avec eux dans un autre showroom pour choisir une nouvelle moquette. Évidemment, je te passe les détails qu'il fallait enlever l'autre. Enfin bref, Ouais. le bordel et je reste polie en disant ça. Et voilà, et je me fais démonter face au nouveau vendeur dans ce showroom. Je me fais démonter par la cliente et par son mari. Bref, le gros truc vraiment pas cool, quoi, le gros fail, quoi. Ouais. En relation client, enfin, sur plein de niveaux, en fait. C'était vraiment la mauvaise expérience, quoi. Donc voilà. On va rembobiner juste un tout petit peu. Ouais, vas-y. Donc, t'es à ton compte à ce moment-là. T'as déjà eu Ouais, d'autres clients avant avec qui ça s'est bien passé. T'es rodé, ouais, entre guillemets, à l'exercice, ou ouais, ça fait ouais, vraiment partie de tes premiers clients j'ai quelques expériences, Ok. pas avec ce genre de client. On va Ouais. dire que c'est vraiment le premier client qui a un certain pouvoir d'achat
une certaine aura. Voilà, c'est une personne, je vais pas dire son nom, mais qui intervient sur des plateaux télé, donc voilà, enfin qui a une certaine autorité aussi. Ouais. Et donc du coup, oui, c'est pas mon premier client, mais c'est le premier client de ce type-là. De cette typologie. Ok. Ouais, tout à fait. Ok. Et t'as dit, c'est pas vraiment ma cible. Pourtant, tu choisis d'y aller quand même. Qu'est-ce Ouais. qui te fait décider à ce moment-là de te dire, ben, je me rends compte que c'est pas ceux avec qui j'interviens potentiellement ou que c'est un peu différent d'habitude et pour autant, je décide de quand même y aller. Il y a deux raisons. C'est une recommandation. Ok. Voilà, on me met en lien. Ouais. Donc, il y a quelque chose en moi qui me sent honorée parce qu'en me disant, bon, bah, ok, on a suffisamment confiance en moi pour m'envoyer chez des gens comme ça. Ok. Donc, de pas Donc, décevoir la personne qui t'a recommandé. exactement, Ok. il y a de cet ordre-là. Et la deuxième ordre purement, purement financière, Mm. c'est, ok, c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat et c'est peut-être un dossier à 5K euros, 6K euros, 8K euros. Enfin, je me dis, c'est une opportunité, moi qui démarre, je peux pas passer à côté, quoi. Ok. Ok. Donc voilà. Mais c'est pas, j'ai pas encore les épaules et le recul à ce moment-là de me dire, ok, en fait, c'est pas ma cible, donc je vais dire non, quoi. Ouais. C'est vraiment pas, ça ne m'effleure même pas l'esprit une seconde. Ouais. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qui se produit extrêmement souvent, surtout quand on est Ouais. au démarrage. Cette histoire notamment financièrement, et c'est un vrai axe, hein, et c'est un vrai critère de choix, de se dire, j'ai pas le luxe, de dire non. J'ai besoin, en fait, de travailler, donc je vais y aller. Et en fait, souvent avec ça, il y a, j'ai pas le luxe de, mais et c'est ce mec, je trouve extrêmement intéressant. Enfin, en tout cas, quand les gens l'expliquent avec le recul, il y avait quand même le mais c'était pas tout à fait ma cible, mais je sentais que il y avait un truc. Donc c'est vraiment ce truc de j'y vais, mais Mm. et c'est ça que je trouve intéressant, tu vois. Alors bien sûr, et c'est exactement ce que tu dis quand c'est après que tu as le recul et que tu as toute l'histoire, c'est facile, tu vois, de dire il y avait des red flags, etc. C'est toujours plus facile après que quand on est dedans, bien Exactement. sûr. Mais je trouve ça intéressant aussi pour soi, tu vois, tu parlais d'apprentissage tout à l'heure, de se dire finalement, quand ça pop, est-ce que j'écoute vraiment ou est-ce Mm. que potentiellement il y a des besoins qui sont des besoins plus impérieux pour plein de raisons, qui vont prendre le dessus sur mes doutes, peut-être du moment où mon questionnement de me dire est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que j'ai envie d'aller travailler avec ces gens-là, etc. Et c'est cette balance aussi. Et il n'y a pas toujours de réponse extrêmement claire hein, sur le moment. S'il y en avait, il y aurait beaucoup moins de fails, sûrement. Mais je trouve ça intéressant aussi, cette dualité des fois interne de oui, c'est peut-être un gros dossier et en même temps, je le sens pas des masses. Et je pense que les personnes qui nous écoutent se sont toutes déjà confrontées à ce genre de situation. Ouais, complètement. Surtout sur les métiers de conseil où en fait, la relation client, c'est plus qu'une relation commerciale. Il y a une relation humaine derrière. Et Hmm. du coup, si les humains, enfin, si ça matche pas humainement, derrière commercialement, ça va être hyper compliqué parce qu'en fait, ben, on marche toujours un peu sur des œufs, où justement le commercial prend tellement le dessus sur l'humain que le rôle d'accompagnement et le rôle de conseil, en fait, il est complètement aseptisé, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais du coup, il est déconnecté de l'humain. Parce que comme l'humain, ça matche pas, ben, le commerce, enfin, c'est du commercial pur. Ouais. Et finalement, le rôle de conseil, il est pas au rendez-vous, quoi. Je trouve ça hyper intéressant parce que souvent c'est quelque chose qui ressort dans les entreprises de dire le commercial a vendu ça et puis l'équipe qui doit faire derrière, il y a une sorte de discontinuité quelque part entre Mm. les deux. Il se trouve que quand on est à son compte, on fait tout ça. Ouais, C'est la même exactement. personne. Et je pense qu'en effet, pour le client, parfois, c'est aussi, mais pour nous comme pour le client, ça peut être aussi déstabilisant de se retrouver finalement face à une même personne, mais qui change de casquette en cours de route. Entre ce que tu disais, la partie commerciale, où c'est plus une écoute du besoin, le fait de transférer, de rassurer aussi sur une expertise, sur ce qu'on va pouvoir apporter au client, et ensuite la mise en application. Mm. Mais si en entreprise, ce sont des métiers différents, c'est sans doute aussi qu'il y a une raison. Donc peut-être que c'est aussi troublant pour le client en fait de d'avoir ce changement en fait et cette continuité avec la même personne. Et comme tu le disais, si en fait humainement il y a des choses sur lesquelles ça matche pas, ça peut vite devenir compliqué quoi. Ouais, complètement. Mais ouais, ouais, surtout, je pense aussi au coaching ou à ces métiers-là, vraiment de Mm. l'accompagnement où on vend de l'humain, quoi, enfin, entre guillemets, mais, et du coup, enfin, aujourd'hui, c'est sûr que je suis beaucoup plus vigilante au fait d'écouter, en fait, la part humaine pendant la démarche commerciale, Ouais.
la part humaine en moi en disant, OK, mais est-ce que ces humains, est-ce que ça match? Est-ce que j'ai envie de les rencontrer? Est-ce que je sens qu'il y a des choses qui vont nous relier, quoi, au-delà de la relation commerciale. Ouais. Et je trouve ça hyper important à écouter. Alors après, faut s'exercer, il faut être capable de dire non aussi, mais et on y reviendra sans doute. Mm. Mais en tout cas, ouais, c'est pour moi maintenant, bah, justement, l'apprentissage, c'est voilà, c'est pas que un client, il y a un humain derrière, et est-ce que cet humain-là, je l'apprécie, en tout cas, un minimum suffisamment pour avoir envie de travailler avec lui, quoi. Ouais, absolument. Ok. Et donc pour revenir sur, donc tu y vas en te disant c'est pas mon client idéal, mais j'y vais quand même. Ouais. Comment ça se passe en fait les premiers temps? Parce qu'avant le Moquette Gate, il doit y avoir d'autres. Ah bah, il y a des Facile à dire. signes. Il doit y avoir d'autres signes en fait. C'est Ah quoi le bah, cheminement avant d'arriver là? premier rendez-vous, je me retrouve dans ce bel appartement, dernier étage, donc je sais plus si le 15e ou le 16e, enfin, quartier super chic. Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Une des premières sensations, c'est de ne pas me sentir à ma place, mais j'écoute Ok. pas, évidemment. Il y a des sculptures partout, il y a des meubles de designers originaux partout. Ils me font une visite, ils me racontent leur passion pour l'art, enfin voilà. Donc, mais je suis complètement déconnectée parce que j'ai un peu de culture, mais pas aussi pointu qu'eux. Ok. Donc en fait, je me sens très vite en décalage et ils me testent. C'est-à-dire qu'ils vont me chercher sur des noms de designers, ils vont me chercher sur voilà. Je m'en sors pas trop mal, étonnamment. Mes cours de décoration d'intérieur étaient pas loin, donc j'avais encore quelques bons restes. Donc j'arrive à sortir quelques noms, j'arrive à grosso modo à passer le test. Ok. Et je me rends pas vraiment compte qu'ils me testent, tu vois. Enfin, c'est bizarre. J'ai un peu, ouais, un peu déconnecté, un peu à moitié flatté, à moitié déconnecté. Enfin, je pense que j'étais pas présente corporellement vraiment au truc, Ouais. quoi. Vraiment. Mais voilà comment le premier rendez-vous se passe. Et puis le devis, j'envoie un devis, ça passe. Ils discutent même pas le prix. Bon, vu le budget. S'il y a pas de, enfin voilà, il y avait pas trop de crainte de ce côté-là. Hein. C'est là que je me suis dit que j'aurais peut-être pu faire 20%, plus 30%, mais bon, voilà. Apprentissage. Apprentissage aussi. Donc, ouais, ça se passe. En fait, tout se passe assez bien. On fait plusieurs rendez-vous avec des artisans. Ça matche bien avec les artisans que je leur présente. Pareil, je leur apporte pas mal des choses. Enfin, tout se passe plutôt bien dans les choix, tout ça. Enfin, c'est assez fluide. Donc, en fait, les quelques petits signaux où j'aurais pu me dire, mince, est-ce que ça va le faire? En fait, sont très vite, enfin, dans le déroulement des choses, Ok. je me dis, bon, ça va, quoi. Déjà, tout d'un coup, je me dis, bah, en fait, je suis capable de gérer ces clients-là. Donc, Hein. je suis assez flattée. Et puis, ouais, à part ce moment de test un peu où ils me testent et où c'était les premiers signaux et les premiers red flags, voilà, qu'il aurait fallu peut-être que j'écoute. Mais à part ça, non, non, ça se passe plutôt bien, quoi. C'est d'autant plus étrange d'ailleurs, ce fameux jour où on m'appelle en disant rien ne va pas, rien ne va plus, et voilà, où là je tombe un peu de ma chaise, quoi. Ouais, c'est ça, parce que finalement, ce que tu décris, c'est un décalage au départ, donc peut-être pas de... Et on peut souvent aussi considérer ça ou voir ça dans le conseil ou l'accompagnement notamment. Ouais, Un truc de... On n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est pas vraiment relation parent-enfant, mais bon, il y a quand même un truc un peu... ouais, Tu parlais tout à l'heure quand tu étais salarié du manager qui est considéré plus haut ou dans une posture ouais, pas du tout égalitaire avec son équipe. Dans ce que tu décris, j'entends un peu ça. Ce truc de... exactement. On n'est pas du tout sur le même niveau, en fait. Ouais, Il te pousse à un niveau qui est pas le leur sans forcément savoir si tu maîtrises entre guillemets les designers, etc. Mais pourtant en testant quand même. mm, Pour autant, les rendez-vous d'après se passent bien et ça donne la sensation d'un retour à une sorte d'égalité de finalement tout va bien et d'un exactement. seul coup dégringolade quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment, en fait, je l'ai compris très vite. J'ai eu l'impression que il me prenait de haut un peu au début, que ensuite effectivement on est revenu à une. En fait, j'ai dû marquer des points, donc ils ont dû se dire ok, bon, très bien, Finalement, ok, on rééquilibre voilà. un peu, ok. Finalement, ça va. On- Et puis ouais, et puis ce jour-là où voilà où je me prends cette remarque en disant c'est pas possible machin. Là de nouveau j'étais de nouveau la petite décoratrice qui avait pas fait du bon boulot et qui était un peu vraiment on peut parler ce qui s'est passé après une fois que j'étais de nouveau dans le showroom avec eux avec le vendeur vraiment humilié quoi vraiment Ouais.
le petit personnel ou en tout cas une personne ouais qui mérite pas le respect quoi. Donc c'était vraiment assez impressionnant les retournements de situation quoi. Ouais, c'est la sensation que ça donne en effet. Ouais. Quand tu as l'appel, comment toi tu réagis déjà, hormis le fait que depuis plusieurs rendez-vous ça se passe plutôt bien. Enfin, c'est quoi en fait comment tu réagis et comment tu te dis ok action d'après c'est ça. Et est-ce que tu réagis tout de suite ou est-ce que t'as un moment de quand même de sidération de qu'est-ce qui est en train de se passer quoi? J'ai un moment de sidération. C'est en fin de journée parce qu'effectivement, bah, les ouvriers sont intervenus dans la journée, donc la cliente rentre chez elle et découvre ça. Donc elle m'appelle. Il doit être genre 18h ou quelque chose comme ça. Je suis avec les enfants. On est en train de préparer le repas. Enfin, en plus, je suis dans un moment de la journée où je peux plus faire grand-chose, quoi. Tu sais, on est en fin de journée. Ouais, Enfin, il y a pas de magasin d'ouvert, il y a rien. Enfin bref, c'est un peu la panique. Et oui, c'est ça, c'est vraiment la panique. C'est-à-dire, ça fait un petit moment déjà, mais si je me reconnecte un peu aux émotions qui ont pu me traverser à ce moment-là, c'est beaucoup de peur, de la panique, et en me disant, bah en fait, ça y est, c'est fichu, quoi. Enfin, soit enfin, puis alors dans ces cas-là, le mental, il, il part super scénario vite, quoi. catastrophe. Bonjour. Exactement. Je me dis ça y est, je suis ruinée. Ils vont anéantir mon activité. Ils vont vouloir des indemnités. Ils vont vouloir que je les rembourse. Enfin, j'ai tout un scénario. Puis alors, c'est la pire heure, quoi. 18h, il peut rien se passer. C'est la fin de Ouais. journée. Enfin, il y a la nuit derrière. J'ai pas souvenir exactement de ce qui s'est passé la nuit, mais je pense que j'ai pas dû très très bien dormir. Bref, donc non, non, c'était vraiment panique à bord. Et je me souviens avoir pas mal discuté avec mon conjoint à ce moment-là en disant, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les options, en fait? Qu'est-ce qui Mm. s'offre à moi? Sauf qu'en fait, j'étais tellement, on va dire, décontenancée et surprise et ouais, je tombais tellement de ma chaise que c'est un peu eux qui ont eu le contrôle sur la suite des événements. C'est-à-dire que c'est un peu eux qui ont mené le truc. Ok. Le lendemain matin, on a dû se rappeler. Ils ont dit, oui, bah, nous, de toute façon, on retourne au showroom, on rachète une moquette et puis bah faut faire en sorte que l'artisan enfin voilà et donc du coup c'est eux qui ont pris le contrôle quoi derrière c'est que Ok. j'avais fait le faux pas enfin pour eux j'avais fait un faux pas donc c'était fini ils reprenaient le truc quoi Ouais, ouais, et toi tu courais derrière pour et moi essayer de rattraper exactement le truc, mais en tout cas c'est pas exactement toi. Quand tu fais ta liste entre guillemets d'options, de se dire qu'est-ce qui est possible, etc. Eux ils sont déjà passés à l'action quelque part pour toi, et donc exactement tu subis le truc de dire bon bah ok c'est ça l'option, allons-y quoi. c'est ça exactement et donc je me retrouve à aller sur Paris en catastrophe à les accompagner pour choisir une nouvelle moquette dans une c'est un rendez-vous complètement hallucinant, quoi, le truc qui se passe, mais parce que moi, j'ai plus de contrôle et Ouais, que je suis complètement démunie face à des gens qui ont repris le pouvoir et qui ont décidé que de toute manière, enfin voilà, j'étais cataloguée, c'était fini pour eux, quoi. ouais. C'est-à-dire que j'étais plus digne de confiance et que voilà. Donc c'est assez violent ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Mais après, on apprend à dire non, on apprend à dire non, non. Écoutez, on va faire comme moi j'ai envie de faire. C'est ça. Voilà. Et puis voilà. C'est hyper intéressant a posteriori. Hein. J'ai pas passé des bonnes semaines après, mais a posteriori, c'est hyper intéressant de voir ces mécanismes se jouer en fait avec le client qui a un certain pouvoir. Hein. C'est lui qui paye, donc il a un certain pouvoir, mais il faut le laisser à sa juste place. Alors, c'est un très très bon sujet, la place et le pouvoir du client. Je vais juste revenir sur la fin du coup de l'histoire et Ouais, hormis l'humiliation du magasin. ouais, Donc ensuite, il se passe démontage de remontage de moquette. Je sais pas si on c'est dit comme ça, ça. mais voilà. L'artisan accepte d'enlever la moquette et le magasin qui choisisse pour choisir cette nouvelle moquette se charge de poser la nouvelle moquette. Mm. Et en fait, comme après, je n'avais plus que, on va dire, une mission de suivi de chantier. Enfin, tout était choisi, tout ça. Donc, je crois que je mets fin à la prestation en disant, écoutez, bah, puisqu'il n'y a plus de relation de confiance, je vous propose de pas vous facturer le dernier. Je crois qu'il leur restait peut-être un quart ou un cinquième de Ouais. facturation. En fait, je m'assois sur cette fin de mission et je coupe court en fait. Pour sortir en fait Ouais, pour ouais. sortir de ce truc un peu. Alors, je sais pas si c'était toxique, mais ça ressemble quand même à quelque chose d'un peu toxique. Mm. Et en fait, je me dis non, mais en fait, faut que je sauve ma peau, quoi, parce que j'ai pas envie de me faire humilier une deuxième fois. Mm. Et puis, de toute manière, j'ai pas écouté les signaux. C'est vraiment pas des clients pour moi, donc en fait, bah, on va s'arrêter là, quoi. Ouais. Et en fait, je sors très très vite. Vraiment, je crois que
ça a été hyper clair dans ma tête que je pouvais pas continuer à entretenir une relation commerciale et de conseil Mm. avec des gens qui m'humiliaient, quoi. C'était juste pas possible. Donc, je crois que j'ai eu plutôt un bon réflexe de Ouais. sauvegarde, quoi. Ouais, Ouais, c'est ce ouais, que j'allais te dire, bravo, parce que, enfin, vu la situation et comme tu le décris, comme tu l'as décrit, c'est pas forcément évident et c'est pas forcément là que, tu vois, t'as les idées claires pour te dire comment est-ce que je reprends le contrôle là-dessus. Et c'est fort, sauver ta peau, mais je pense que, en effet, il y a des situations où c'est aussi savoir dire, là, en fait, ça va trop loin. Ça va c'est ça, m'entamer bien plus enfin, ça reste un travail quand même. c'est ça, Ça va m'entamer bien plus que ça ne le devrait. Donc, stop, on arrête les frais et tant pis, en fait, c'est tant ça. pis. Ouais, complètement. C'était vraiment l'idée de sauf qui peut, quoi. Enfin, vraiment Mm. quitte et là, ouais, quitte à renoncer à une partie du chiffre d'affaires, quoi. Ouais, C'était en tout cas ce que les enjeux qui étaient là, humains et pour moi en termes de santé mentale, enfin de tout ça, ne valaient pas les quelques centaines d'euros qui ouais. restaient à toucher, quoi. Mm. Donc voilà. Donc je crois que ça s'est terminé comme ça. Ok. Et voilà, et du coup, après, il a fallu je pense qu'il m'a bien fallu 15 jours, 3 semaines pour euh, accuser le coup et dire, Ouais, OK, atterrir, ouais. est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Mm. Les premiers jours après, ça a été vraiment une interrogation. Est-ce que je suis faite pour ce métier, quoi? Ils avaient même réussi à instiller le doute chez moi. Ouais. Donc, et la réponse a été oui, j'ai envie de continuer ce métier, mais pas avec ces clients, Ouais, c'est ça. pas avec Là, ce genre par de contre, clients. je sais que c'est absolument pas, voilà, C'est pas avec ça, cette typologie de client, c'est ça, ok. complètement. Donc, tu dirais que c'est ça, un de tes apprentissages, tu t'en as un petit peu parlé au fil de l'eau, mais un des apprentissages, c'est ça, c'est de te dire, ok, j'ai testé, j'ai vu ce que ça donnait, et en effet, dans ces conditions-là, c'est pas possible pour moi. En tout cas, c'est pas le métier et la manière dont je veux l'exercer, et pas avec ce genre de retour et de relation. Exactement. Donc il y a cet apprentissage de ben, finalement qui est ou comment est-ce que je me recentre sur mon client idéal pour me retrouver dans des missions qui ressemblent plus, sur lequel l'humain est quelque chose que tu détectes, ou en tout cas que tu cherches à creuser dès le démarrage pour pas te retrouver dans des situations dérapantes après. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a ça, bien comprendre avec qui on a envie de travailler, accepter que c'est pas parce qu'on a un service, une offre de service que ben en fait on doit accepter toutes les sollicitations et toutes les propositions et toutes les opportunités. Hmm. Et puis moi mon grand enseignement, mais bon qui est qu'un enseignement et qui est un apprentissage de toute une vie, je pense, c'est aussi apprendre à écouter ses intuitions. Et ça passe aussi beaucoup par le corps. Hmm. Moi, je suis convaincue, et d'autant plus encore avec mon métier d'accompagnement des collectifs, qu'il se passe beaucoup de choses par le corps, même si en entreprise, on a du mal à l'entendre, par le non-verbal, par plein de choses en fait. Et donc, j'essaye de plus en plus d'écouter ça. Hmm. J'ai encore eu une expérience là, pour le coup, personnelle, très récemment, où je le sentais pas et où ça s'est confirmé. Vraiment, c'est vraiment l'enseignement de me dire, mais en fait, fais confiance à ton intuition. Si tu le sens pas, n'y va pas, quoi. Enfin, Ouais, ou alors, si tu choisis d'y aller, tu y vas en conscience, tu fais plus 30% sur ton c'est devis. exactement ce que j'allais te dire. Tu fais en sorte que, au moins, ça te rapporte, quoi. Et que ça te Ouais, rapporte, enfin, en tout cas, que le coût humain soit compensé d'une manière ou d'une autre par un enfin, par un bénéfice financier, supérieur, quoi. Hmm. En tout cas, y aller en conscience, en balisant peut-être un peu plus les choses, en fixant bien le cadre, en mettant peut-être certaines conditions ou enfin, en se prémunissant d'un certain nombre de trucs, quoi, Ouais. en amont. Mais ouais, ouais, et cet apprentissage j'ai refait alors sur un autre sujet, mais pareil, il y a une relation client un peu compliquée. L'apprentissage, il n'était pas encore complètement acquis, tu vois, puisque quelques mois plus tard, je refais une mauvaise expérience client avec, cette fois-ci, pareil, mon intuition, dès le premier rendez-vous, non, ça va pas le faire, en fait. Elle Hmm. est une cliente qui est absolument pas sûre d'elle, qui hésite énormément. Enfin, ça va être compliqué, quoi. Et je le sentais, je le sentais, je le sentais. J'y suis quand même allée. J'avais pas fait plus de 30%. Et voilà. Et alors, beaucoup moins de manière beaucoup moins violente, mais une mauvaise expérience aussi, où j'ai été obligée, pareil, de couper court, à la relation commerciale parce que sinon c'était pas possible, quoi. Sinon je Ouais. sombrais avec la cliente, quoi. Hmm. Donc comme quoi, même ça, quand ça arrive une fois, des fois il faut le revivre pour bien ancrer l'apprentissage, quoi. Ouais. Et c'est vraiment cette histoire d'intuition où ces deux expériences m'ont dit,
Vraiment, quand tu le sens pas et ose le dire aussi que tu le sens pas. Alors peut-être Mm, pas la personne en face, mais aux gens autour de toi parce que du coup ils vont t'aider aussi. Ah bah écoute, enfin et je le vois, hein, des copines qui quand je leur dis ouais je le sens pas, bon tu le sens pas, mais qu'est-ce que tu fais? Et ça ouais. aide aussi à faire ce pas de côté et dire bon est-ce que j'y vais vraiment ou pas? Mm, Mais quand on est seul face à soi et face à cette intuition, il y a quand même encore l'envie de se dire ouais mais c'est quand même une opportunité. mm. C'est quand même m'asseoir sur du chiffre d'affaires possible, etc. Alors que si on en parle à quelqu'un en disant je le sens pas, bah peut-être qu'on va nous renvoyer en miroir le fait que ok, si on choisit quand même d'y aller, il faut le faire en conscience et il faut mettre les choses en place pour que ça se passe le moins mal possible, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense, une histoire de garde-fou, de se dire, Ouais, si j'y vais, déjà, quelle est la motivation? Est-ce qu'en effet, c'est faire 30% de plus et du coup, c'est une motivation purement financière? Et je le sais. Et je sais ce que ça va me coûter potentiellement en énergie, en friction, de travailler avec quelqu'un avec qui je le sens pas. Et quand on l'a fait, on sait ce que ça coûte aussi, hein, ouais, de peut-être mal dormir, d'être moins ouvert à des propositions, d'être peut-être moins créatif. Ça peut aussi avoir d'autres effets de bord, mais on sait ce que ça coûte. ouais, Et pas que sur l'aspect financier, vraiment j'insiste, parce que je pense qu'il y a plein d'autres effets c'est ça. où ça peut coûter. Et c'est aussi à prendre en compte, mais c'est comme pour plein de choses, tant qu'on l'a pas fait, on peut pas deviner. Donc des fois, il faut aussi passer par là pour l'apprentissage. Et ensuite, les garde-fous, tu vois, tu disais, le fait de fixer un cadre, peut-être des conditions, etc. Pour moi, ça trait aussi à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au pouvoir et au poids du client. Mm, Je pense que quand des clients vont chercher notamment des expertises en conseil, ils s'attendent aussi à avoir un certain cadre dès le démarrage, en se disant, quelque part, je vais chercher un expert ou une experte. Il ou elle a l'habitude de gérer ce genre de sujet, donc potentiellement, je vais aussi chercher ce cadre-là. Et t'as beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui vont avoir tendance à ne pas mettre de cadre parce qu'ils vont se dire que ça va freiner, que mm. ça va potentiellement nuire à la relation. Et en réalité, je pense qu'il y a plein de clients qui l'attendent, ce cadre, justement, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude et que quand tu vas chercher une expertise, tu te dis aussi, ben, dites-moi, en fait, comment est-ce qu'il faudrait le faire. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif, ce truc de non, non, mais on met pas trop de conditions au démarrage, qui peut nous desservir après coup et où finalement, c'était peut-être aussi juste une attente du client, quoi. Ouais, complètement. Bah, tu vois, ces deux expériences clients, moi, derrière, j'ai mis en place des choses justement dans mon offre, notamment sur le relooking de meubles, où bah, pour choisir une couleur de relooking de meubles, il y a des gens qui sont très hésitants, quoi, qui ont envie de partir dans plein de directions différentes, etc., et qui me demandaient échantillon sur échantillon sur échantillon sur échantillon. Et il y a un moment où j'avais dit, bah non, en fait, dans mon offre commerciale, dans mon devis, et donc dans la façon dont on va travailler ensemble, je ferai que 3 propositions de couleurs, Mm, et il y en aura pas d'autres. Et si vous en voulez d'autres, c'est ok, mais il y a un supplément, quoi. c'est ça. Et donc, Mm, en fait, voilà, ça m'a appris à fixer mes propres règles. En disant, ok, moi, si vous voulez bosser avec moi, bah, on bosse de cette manière-là. mm. Et si ça vous convient pas, bah, vous irez voir une autre décoratrice, quoi. Ouais, absolument. Et donc, c'est vraiment un apprentissage de dire, bah non, en fait, les gens, effectivement, ils attendent aussi, peut-être, comme tu le dis, qu'il y ait un cadre et qu'il y ait un guide, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, vous allez être guidé sur 3 choix de couleurs. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là et C'est pas ça. d'autres. C'est hyper rassurant C'est hyper pour le rassurant. client. Voilà, exactement. Et puis, bah, si vraiment ça vous va pas, c'est OK, ça peut arriver. Mm. Mais du coup, ce sera un supplément parce que bah, moi, ça veut dire faire d'autres recherches, d'autres harmonies de couleurs. Et donc, forcément, bah, c'est du temps de travail en plus. Donc, ça se rémunère. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est pas forcément très, quand on se met à son compte et que c'est pas forcément quelque chose qu'on a rencontré avant, on sait pas forcément comment articuler ça. Mais en vrai, on le voit, tu vois, sur des sites internet, de dire, bah, il y aura 2 allers-retours sur le contenu, et si vous voulez plus, ce sera une surfacturation. On le voit en prestation de service, de dire, il y aura 4 tours en synchrone ou en asynchrone, il y aura 3 vidéos. Et en fait, c'est peut-être juste se poser la question de comment est-ce qu'on va délivrer quelque part la prestation qu'on prévoit avec le client. Et quand on arrive à décortiquer, on se dit, bah, ok, je vais faire des propositions de couleurs. Est-ce que en faire 3 ou 18, c'est le même taf pour moi? Bah non. Et où est-ce que je mets la limite là-dedans, en fait? Mais quand on décortique, je pense qu'on arrive à trouver des moyens de dire, ben ça, c'est ok pour moi et je sais à peu près combien de temps ça va prendre. Et on est d'accord que les premières fois où on le fait, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Exactement. Donc, parce que c'est souvent j'ai souvent des clients ou des entrepreneurs avec qui j'échange qui me disent ouais mais je sais pas comment pricer, je sais pas si ça va prendre une demi-heure ou 4 heures. Bah on commence tous pareil, tu vois. Au départ non on ne sait pas, mais à force de le faire on voit à peu près combien de temps ça va nous prendre. Et ensuite c'est pour moi c'est vraiment de la responsabilité de l'entrepreneur de à un moment dire ben voilà je sais que 3 c'est ok pour moi et ça va prendre peut-être une heure et demie de boulot. Plus c'est trop d'aller-retour en fait passer là-dessus et donc il y a pas de souci pour le faire. Mais par contre c'est ce que tu dis ça peut arriver. Mais par contre ça génère une surfacturation. Exactement. Et en plus, je crois que ça assoit vraiment une certaine
gage de sérieux et de confiance aussi. C'est Mm. un gage d'expertise. En fait, si elle me dit que elle va me proposer 3 couleurs, c'est qu'elle sait que voilà, elle sait comment faire, elle sait quelles sont ses méthodes. Et je crois que ça rassure plus que Oui. ça ne dessert en fait Mm. l'entrepreneur. Donc et moi de nouveau là même avec un autre métier qui est aussi un métier de conseil, moi j'ai été hyper claire, je suis hyper claire avec mes clients en disant bah voilà tout le processus avant la prestation, il y a 5 étapes ou 6 étapes, voilà par quoi on va passer ensemble Mm. et c'est important qu'on passe par toutes ces étapes parce que sinon ma prestation ne pourra pas avoir lieu dans les meilleures conditions. Mm. Oui, c'est vraiment gage de confiance et d'expertise en me disant, voilà, je sais où je vais, je sais où je veux vous emmener, vous me faites confiance pour vous emmener là où vous voulez aller, voilà, moi je vais vous guider et ça va se passer comme ça. Je Mm. pense que c'est vraiment ouais, un vrai gage d'expertise et de confiance et un atout en fait Clairement. pour les clients. Ouais, clairement, pour moi, ça augmente la valeur en fait de la Mm, prestation. Et en effet, c'est rassurant, ça explique les moyens qui vont être mis en œuvre pour atteindre l'objectif du client, qui est quand même le besoin qu'il a émis au départ. Et parfois, il est clair, parfois pas sur son besoin, mais ça, c'est aussi notre rôle d'aller creuser. exactement. Mais de lui dire, bah voilà, pour arriver à ce qu'on s'est dit ou ce qu'on a déterminé comme étant le bout du chemin ou le haut de la montagne, etc. Venez, je vous prends par la main et on passe par ces étapes et je vous rassure sur le fait que c'est bien ces étapes-là à suivre. Et je pense que ça vient. Moi, j'ai beaucoup vécu quand j'étais salariée où je bossais avec des grands comptes, dont un leader du e-commerce qui a un sourire comme logo, donc plutôt très très gros. Et les premiers rendez-vous, j'y allais vraiment en mode oh là là, c'est le client, on peut rien dire. Dès qu'il va dire un truc, faut absolument dire oui, etc. Parce que pour moi, il y avait ce truc de le client est roi. Et je pense que cette phrase est vraiment pas aidante. Non. En tout cas, c'était, enfin, vraiment ma perception, c'était ça. Donc le client est roi, et ça veut dire tout ce que le client dit, c'est parole d'évangile, et on n'a pas d'autre choix en tant que prestataire que de faire ce qu'il dit. Et en fait, j'ai eu la chance d'être formée et accompagnée par des gens qui n'avaient pas cette notion-là de client et roi et qui étaient très en transparence. Et c'est exactement ce que tu as décrit, de la transparence aussi, de dire il va y avoir 5 étapes. On est obligé de passer par ces étapes parce que pour arriver à votre résultat et au résultat qu'on escompte, c'est important d'avoir fait A puis B puis C. En fait, on peut pas faire A et C, c'est pas possible. Ou alors le résultat sera amoindri. Et en fait, le fait d'avoir fait des rendez-vous avec des gens comme ça, qui disaient aux clients, je comprends, hein, vous êtes en train de me dire que vous voulez ça, de cette manière-là, ça va pas être possible. Par contre, je vous propose cette option-là, ou de le faire de cette manière-là. Et voilà ce que ça peut nous apporter. Et voilà comment est-ce qu'on vous rassure sur finalement ce que vous attendez à la fin. Et quelque part, c'est un autre monde qui s'est ouvert à moi à ce moment-là, de dire, mais en vrai, on peut être transparent, même si c'est un client. Et ça rééquilibre aussi ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de, c'est pas parce que c'est le client qui est forcément en posture très haute et nous en mode prestataire en dessous qui sommes fouettés. Et en fait, je me rends compte depuis que je suis à mon compte que ce truc revient souvent et que ça me sert beaucoup en fait Ouais. d'être à la fois dans cette transparence et cette explication et que c'est pas du temps perdu que d'expliquer ça, même en version découverte avec quelqu'un avec qui on n'a pas encore signé et ensuite que bien sûr après le long de la prestation. Mais je pense que c'est extrêmement important en fait à garder. Ouais, complètement. Et j'ai une expérience à te raconter sur le démarrage de ma nouvelle activité. Mhm. Comme quoi les apprentissages quand même, hein, ça finit par rentrer. J'étais en phase de découverte avec un client et il s'est passé ce que j'aurais pu prendre pour un échec en fait il y a quelques années, mais qui n'a pas été un échec pour moi, qui a été plutôt une réussite. Parce que j'ai été hyper droite dans mes bottes. C'est un client qui vient, qui me dit oui, je veux faire du collaboratif. Ok, génial. Et pourquoi? Et en fait, tout au long de la phase de découverte, j'arrêtais pas de le questionner sur ses intentions, sur voilà. Puis je lui disais mais moi j'ai besoin de vous voir. En fait, j'ai besoin qu'on passe 1 heure et demie ensemble, en face à face, à discuter pour comprendre quels sont Mhm. vos besoins, quels sont vos enjeux, pourquoi vous voulez faire du collaboratif. On a navigué comme ça. J'ai fini quand même par lui faire une proposition, mais qui ne matchait pas, évidemment, puisqu'on n'avait pas vraiment qualifié les besoins. Donc, ça collait pas. Donc, il refuse un premier devis. Et puis, on se rappelle. Et puis, je continue à le questionner. Mais je dis, c'est quoi votre intention derrière? Vous avez vraiment envie de... Enfin, pourquoi vous voulez faire du collaboratif? Et puis, au bout d'un moment, il finit par me rappeler lui-même en me disant, écoutez, en fait, je crois que je veux faire du collaboratif pour faire du collaboratif, mais je crois que en fait, effectivement, je suis pas au clair sur ce que j'ai envie de faire à mes équipes. Donc on va s'arrêter là. Et j'aurais pu prendre ça comme un énorme échec en fait de pas aboutir à une proposition, à une prestation, etc. Mais en fait non, j'ai trouvé ça, enfin j'ai très vite pris ça pour en fait une réussite. Mais Parce carrément, c'est que ce que j'allais dire. T'as fait prendre conscience d'un truc, c'est juste énorme. c'est ça, exactement. Et en fait, bah, la réussite, c'est de ne pas aller être au bout du truc, Mhm. parce que j'aurais perdu du temps.
Ouais. J'aurais potentiellement fait un client déçu parce que bah, potentiellement, ça aurait été hyper bancal, ma presta, et il n'aurait pas obtenu ce qu'il cherchait à obtenir ou ce qu'il ne savait pas qu'il cherchait à obtenir. Enfin bref, Mm. c'était complètement bancal son truc. Et donc en fait, passer la décision, mince, j'ai loupé un truc, je me suis dit, mais non, en fait, Claire, t'as réussi à rester droit dans tes bottes, Mm. à essayer de bosser comme tu voulais bosser avec des clients, c'est-à-dire à bien comprendre ses besoins. Il n'était pas capable de les formuler, donc en fait, vous avez gagné du temps. Ouais, tout Parce à qu'à fait. part les 3, 4 coups de fil qu'on a passés ensemble, à part la demi-heure que tu as fait pour faire un devis qui n'a pas été accepté, ben finalement, il n'y a pas d'autres enjeux que ça, quoi. C'est 2 heures et demie de perdu dans votre temps respectif, mais c'est que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et le jour où il est au clair sur pourquoi il veut faire du collaboratif, tu peux être sûr qu'il te rappelle parce que t'as pas essayé de lui vendre un truc absolument et C'est envers ça. tout, tu vois. Exactement. Donc c'est même tout bénef pour toi parce que pour le coup, t'es vraiment dans cette posture dont on parle depuis tout à l'heure de l'experte, de celle qui creuse le besoin au maximum pour bien comprendre parce que c'est ce qui va faire que la prestation va bien se passer derrière. Et je pense que c'est hyper rassurant pour un client ou quelqu'un qui n'est pas devenu un client là tout de suite mais qui pourrait le devenir. Exactement. Et donc, effectivement, j'espère que bah, il se souviendra de moi le jour où il aura enfin compris ce dont il a besoin. Ou en tout cas qu'il aura suffisamment avancé dans ses besoins, même si évidemment je l'aiderai à coucher du besoin précis derrière. Mais voilà. Mais oui, oui. Et c'est là que j'ai vu, c'est là moi que j'ai vu que cette expérience d'entrepreneur avant, même sur un autre Hum, domaine, en fait, m'avait servi dans ma posture d'entrepreneur aujourd'hui, en me disant en fait, ben non, c'est moi là, c'est moi qui tiens les rênes, quoi. ouais. Et si ça se passe pas comme j'ai besoin que ça se passe pour être bien, Hum. ben ça se passe pas et c'est très bien comme ça. Ouais, absolument. Et tu disais, l'apprentissage, ça finit par rentrer quand même au bout de plusieurs fois. C'est vrai, quand on est adulte, on est un peu à se dire, oh là là, c'est un échec. Et on le disait tout à l'heure, hein, comment est-ce que je rebondis, voire je le fais plusieurs fois. Quand même, j'ai pas compris les fois d'avant. On oublie juste que les enfants marchent pas de la première, dès la première fois. Il y a plein C'est de choses ça. qui refont plein de fois avant de réussir à le faire et que nous, on l'a fait aussi et que c'est aussi valable pour nos expériences d'adultes. Il y a des choses, on a besoin de refaire plusieurs fois ou sous des angles un peu différents pour bien comprendre et bien Ouais. apprendre. Et c'est OK, en fait. C'est juste que culturellement, on n'est pas câblé comme ça, ou on a oublié que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Mais je trouve ça aussi important juste de l'avoir en tête des fois. Ouais. J'ai mis en place moi un petit truc, c'est une matrice, enfin c'est un format A4 hein, avec 4, 5 rubriques. À chaque expérience client, à chaque prestation, en fait, après qu'une fois qu'elle est terminée, que j'ai envoyé ma facture, que le dossier est clos, moi je me prends un petit quart d'heure. Qu'est-ce que je fais de la même manière la prochaine fois parce que ça a super bien fonctionné. Qu'est-ce que je modifie, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que j'augmente, enfin, vraiment, je me pose 4, 5 questions comme ça. Hein, Alors, je les reprends pas toujours d'une prestation à l'autre, mais je me dis rien que le fait de les avoir notés quelque part, en fait, ça ancre les apprentissages dans hein, mon esprit. Et je trouve ça hyper puissant, en fait. Parce que l'autre jour, en faisant du tri, je suis retombée sur certaines. Et effectivement, il y a des choses que j'ai améliorées un peu inconsciemment d'une presta à l'autre, juste parce que je me suis pris 5 minutes. hein. J'ai analysé ma presta, j'ai analysé comment ça s'est passé. Et donc, ouais, peut-être un conseil que je donne à celles qui nous écoutent. C'est régulièrement quand vous avez voilà des prestats ou une vente ou un événement que vous avez organisé, de prendre ce temps d'analyse de ce qui s'est passé pour vous et de Hein. comment vous avez géré. C'est hyper important parce que bah c'est comme ça que ouais j'aime bien le mot ancrer, c'est ancrer ANCRER, mais Hein. ancrer ENCRER en fait le fait d'écrire Ouais. et de matérialiser ça sur un papier, c'est hyper puissant en fait. On sous-estime ça, mais c'est hyper puissant. Ouais, absolument. Et toutes les expériences, c'est-à-dire quand ça se passe Ouais, bien aussi. Parce que des fois, il y a des choses où on se dit non, mais là, c'était hyper fluide. Bien sûr, ça s'est bien passé parce que tout ça. Et on a tendance presque à minimiser en disant, bah, évidemment que ça exactement. s'est bien passé. Mais le fait, je pense, de se poser, ça permet aussi de, comme tu le disais, hein, d'ancrer et de se dire, OK, bah, ça, c'est une force. Comment est-ce que potentiellement je l'accélère ou je pousse ça un peu plus pour que peut-être ce soit une différenciation auprès d'autres clients ou que je l'utilise notamment pour communiquer. Enfin, ça peut être utilisé à plein d'endroits, il y a plein de moments différents, mais c'est aussi important de le faire, quelle que soit la situation finalement, et pas que quand ça se passe mal. Exactement. Ouais, ouais, moi, je le fais effectivement quand c'est des trucs qui se sont bien passés Hum, ou des trucs qui sont moins bien passés. Mais voilà, c'est vraiment, puis c'est un moment aussi où effectivement on se pose quoi. Parce que pris dans le quotidien entrepreneur, des fois on oublie de regarder un peu dans le rétro et de se hum. dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Et c'est le genre de choses, si on le fait pas régulièrement, bah, on se prend les pieds dans le tapis, et on se reprend les pieds dans le tapis, et puis on se reprend les pieds dans le Ça peut tapis. durer longtemps. Ça peut durer très longtemps, en fait, si on conscientise pas un peu tout ça, quoi. Hum.
Clairement. En termes de ressources, donc tu parlais de cette matrice, tu parlais aussi d'effets un peu miroir, c'est-à-dire d'aller chercher des gens autour et d'en parler, de pas être forcément seul dans sa tête dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui t'ont aidé ou qui t'aident encore, des livres, des podcasts, enfin d'autres choses Alors, qui pourraient aider d'autres personnes? j'ai un livre qui m'a beaucoup aidé aussi dans ces périodes-là, ouais, de mauvaises relations avec certains clients et de trouver ma place et m'affirmer. C'est les accords Toltec, Ouais. les 4 accords Toltec, je crois que c'est comme ça, le titre du livre. Ça m'a bien aidé, notamment ne rien prendre, je sais pas exactement la phrase, mais ne rien Ouais. prendre personnellement. Voilà, ça m'a bien aidé à séparer en fait la personne que j'étais de l'entrepreneur et du prestataire que j'étais. Hum. Il y a aussi tout ce qui est la communication non violente qui m'a bien aidée. Le livre de Marshall Rosenberg, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, qui sont des trucs un peu de base en relation interpersonnelle, mais ça aide beaucoup aussi en relation clientèle en fait. Bien sûr. Voilà, Hum. et je pense que et si on veut pouvoir rester effectivement droit dans ses bottes et se respecter soi-même pour ne pas sombrer et que notre vie entrepreneuriale nous détruise, Hum. je crois que c'est important d'être bien au clair avec ses émotions, avec un certain nombre de choses. Donc ça m'a bien aidé à passer ce cap de se dire non mais en fait c'est moi qui suis souveraine. Enfin, j'ai des droits, j'ai besoin que ça se passe bien pour moi, pour être Hum. bien pour mes clients. Et donc ça m'a vraiment aidé, ouais. Trop bien. On mettra le détail dans la description de l'épisode. Si vous nous écoutez et que vous pensez que ça peut vous aider aussi, surtout, n'hésitez pas. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'apprête à potentiellement commettre la même erreur, le même fail? Première chose qui me vient, c'est si vous avez un tant soit peu, un petit bout d'intuition qui vous dit oui, je le sens pas. Alors, soit vous avez le choix de ne pas y aller et n'y allez pas. Bon. Si vous n'avez pas le choix pour plein de raisons qui vous sont propres, ouais, blindez le truc, quoi. Bon. Mettez-vous des garde-fous, blindez vos CGV, faites plus de 30% sur votre devis. Voilà, on l'a déjà dit, mais vraiment, voilà, s'il y a un tant soit peu, une petite voix, un moment, même si c'est très infime, qui vous dit je le sens pas, faites gaffe, quoi. C'est vraiment, vraiment ça. Vaut peut-être mieux refuser une mission et ne pas s'abîmer plutôt que de prendre à tout prix, même 5K euros, Bon. et en souffrir pour plusieurs mois ou plusieurs semaines. Voilà. En fait, on est les premiers, on est les premières ressources hein, de notre entreprise quand on est entrepreneur. Absolument. Et c'est trop précieux, même pour nous, même pour nos familles, enfin pour les gens qui nous entourent. En fait, on est précieux. Et si jamais on s'abîme avec l'entrepreneuriat, c'est tellement dommage. Bon. C'est tellement une belle aventure que ouais, ça vaut pas la peine de se rendre malade, quoi. Absolument. J'aime beaucoup ces conseils. On en parle depuis tout à l'heure, hein, d'écouter l'intuition, d'écouter ces warnings et de voir aussi si en effet, ne serait-ce que d'un point de vue financier, c'est possible ou pas. Tu parlais des conditions générales de vente. C'est pas le sujet forcément le plus sexy quand on est Non. entrepreneur. Et en tout cas, quand on se met à son compte, on sait pas pour créer des conditions générales de vente. Et là aussi, c'est un métier. Ça coûte pas forcément très cher en fait de faire ça one shot. Faites-le parce que comme c'est un métier, il y a souvent des petits alinéas ou des petites choses qui peuvent vous servir slash sauver dans certaines situations. Et donc, pour le coup, ça peut coûter, ça peut ne coûter que 300 ou 400 euros. Par contre, si ça vous sauve sur une mission ou, en effet, sur cet aspect santé mentale qui n'a pas de prix, c'est juste ultra, ultra important. Et quand on est entrepreneur et qu'on se dit oui, je me lance pour aider les autres, etc., quel que soit le métier, les CGV, ça fait partie de ce qu'on rencontre au quotidien, quoi qu'on achète quasiment. On les lit pas toujours. Et c'est sans doute un tort. Mais là, l'idée, c'est que c'est vous, votre entreprise. Donc, c'est votre protection, en fait, ces conditions Exactement. générales de vente. Et c'est extrêmement, extrêmement important. Je sais que c'est pas le sujet le plus sexy, mais ça a tellement d'importance que vraiment, c'est nécessaire d'y pencher, en fait. Ouais, moi j'avais un petit conseil, j'avais pas le budget du tout pour payer quelqu'un. Donc j'étais allée rencontrer plein de consoeurs décoratrices à Mm. l'époque. J'avais rassemblé, je sais plus, 8 ou 9 versions de conditions générales de vente différentes. Et je leur avais dit, mais qu'est-ce que vous aviez pas mis au départ et que vous avez rajouté, en fait? Mm. Parce que je me suis dit, ben, si elles l'ont rajouté, c'est qu'elles ont dû être confrontées à une problématique et Absolument. que ça peut être intéressant. Donc, c'est peut-être un premier conseil, mais finalement,
A posteriori, j'aurais peut-être dû effectivement. Alors, j'ai pas été attaquée par ces clients-là sur mes CGV et heureusement, mais ça aurait pu partir en cacahuète si je m'étais pas blindée. Oh, Donc là, dans ma nouvelle expérience, j'ai pas eu à le faire parce que je suis en coopérative d'activité d'emploi, donc en fait, je suis couverte par les ouais. CGV de la coopérative. Mais si j'avais à refaire effectivement une expérience en auto-entreprise, c'est effectivement une des premières choses que je ferais faire et que je mettrais du budget là-dessus plutôt que sur mon site internet au départ, quoi. C'est Voilà, à à choisir, choisir. absolument. Enfin, clairement, après, en effet, on n'a pas forcément le budget pour ça et ou on prévoit pas forcément de budget Ouais. pour ça, donc ça peut être fait de plein de manières. Il y a plein d'endroits qui accompagnent les entreprises et sur lesquels on peut aller chercher des informations aussi là-dessus. Moi, j'ai fait 1 an d'exercice sans contrat, en mode YOLO total. Heureusement pour moi, j'ai pas du tout eu de problème. Et en fait, c'est une business buddy avec qui je parle tous les 15 jours. Ce fameux miroir dont tu parlais, qui m'a C'est dit, ah, ça. moi, je l'ai fait pour mon business. Et quand je l'ai fait faire et que j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, mais mon Dieu, heureusement que j'ai pas eu de problème. Et j'ai pris peur après coup. Donc c'est pour ça que Ouais, maintenant, j'en parle. c'est ça. Parce que je pense que c'est vraiment ultra, ultra important. Et tant que ça se passe bien, tant mieux. Mais c'est comme pour tout, hein, la mutuelle, les assurances, etc. Tant que ça se passe bien, on n'en a pas besoin. Le jour où ça craque, on est content de l'avoir. Exactement. Ouais, tout à fait. Voilà, on va finir sur ce sujet pas du tout sexy de CGV, mais pour ô combien important. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Claire sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, ça marche tout à fait aussi. Si tu as connu un fail et que tu veux venir le partager dans Tuba, nouveauté de cette saison, tu peux tout à fait, il y a le lien pareil dans le descriptif de cet épisode et on te recontacte avec Gaëtan pour pouvoir enregistrer. Merci beaucoup Claire d'être venue parler à cœur ouvert de tes expériences dans Tuba. Merci beaucoup, Géraldine, pour ton invitation. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.